Bonjour chers étudiants, donc nous allons essayer aujourd'hui de continuer notre cours que nous avons commencé la semaine dernière. Donc nous avons un petit peu commencé à savoir qu'est-ce que le système d'exploitation. On va essayer de terminer ceci. Bien sûr, le premier chapitre, donc c'est un passage forcé dans lequel vous allez découvrir, vous allez entendre beaucoup de termes spécifiques, de terminologie, mais je le répète, pour comprendre de quoi s'agit-il, elle va commencer exactement au chapitre 2 et on va voir la suite, chapitre 3, la gestion des processus, la gestion de la mémoire, la gestion du disque et du système de fichiers. C'est ça le cœur du système d'exploitation. Le chapitre 1, ce n'est que beaucoup de terminologie, beaucoup de blabla, beaucoup de notions nouvelles pour les étudiants pour les mettre de le bain. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, vous voyez mon écran? Très bien. Donc, voilà, je suis content donc de vous recevoir une autre fois sur cette plateforme de Zoom. Donc, je rappelle que l'après-midi, on aura la première série de TD. Pour le jeudi, donc la dernière fois, nous avons dit qu'on va commencer à 10 heures jusqu'à 11h30. Donc, le professeur Mohamed Allah, qui va enseigner la programmation orientée objet Java, il voulait aussi faire le cours le jeudi matin. Donc, j'avais déplacé mon cours de 9 à 10h30. Donc, le cours donc, du système d'exploitation le jeudi sera de 9h à 10h30. Donc, voilà, lundi matin, cours, lundi après-midi, TD. Le jeudi, on va essayer de faire soit le TD, soit le cours. Le TP sera à la fin. À la fin, on va essayer de voir quelques séances de TD sur la programmation Shell, sur le simulateur donc, de réseau. Donc, mais on va attendre la fin. Donc, pour mon cours, donc j'étais quelque part à la diapo 11. Donc, nous avons dit que le système d'exploitation, c'est une interface entre les applications des utilisateurs et le matériel. Pourquoi ceci? Parce que les applications, on ne devrait pas donner aux applications des utilisateurs le privilège d'accéder au matériel. Chaque fois qu'une application a besoin de quoi que ce soit sur le matériel, elle doit passer par le système d'exploitation, par les processus du système d'exploitation qui vont faire le travail pour l'application sur le matériel. Par quoi? Pourquoi? Parce qu'il faut protéger pour des raisons de sécurité. On doit protéger le matériel, on doit protéger les autres utilisateurs parce que si on donne aux applications des utilisateurs le privilège de faire quoi que ce soit sur la RAM, sur le disque, il y aura des dégâts énormes et donc c'est pour cette sécurité et donc que le système d'exploitation essaye de faire l'interfaçage entre l'application des utilisateurs, bien sûr, donc, et le matériel. Chaque fois qu'une application a besoin de quoi que ce soit sur le matériel, elle doit essayer d'appeler donc les processus du système d'exploitation. Donc, maintenant, on va voir les principes sur lesquels il est basé un système d'exploitation. Un système d'exploitation, il est basé essentiellement sur trois principes qu'on va essayer de décortiquer, de voir en profondeur. Donc, le premier, c'est les appels système. Donc, c'est une euh,
c'est une incarnation de comment un processus utilisateur peut accéder au matériel en faisant appel au processus système, au processus du système d'exploitation. Le deuxième principe qu'on va essayer de voir, c'est la notion de processus. Donc, on a dit que le processus, c'est une instantiation d'un programme en exécution. On a dit qu'il y a les processus utilisateurs qui s'exécutent en mode utilisateur, il y a les processus système qui s'exécutent en mode noyau, en mode kernel ou bien en mode privilégié parce qu'ils ont le privilège d'accéder au matériel. On va voir donc comment ils gèrent l'accès au matériel. Donc, le troisième principe, c'est la notion de fichier, le système des fichiers. Donc, on a dit que le processus, chaque fois qu'il y a un processus sur la RAM, le fichier, c'est pour l'information qu'on va essayer de sauvegarder pour longtemps. Donc, de la mémoire de masse, le disque, par exemple, comment il est géré en termes de blocs, etc., etc. Donc, commençons par le commencement, par le premier principe, les appels système. Donc, la communication entre le système d'exploitation et le matériel, le disque par exemple, l'imprimante, la souris, le clavier, elle se fait par ce qu'on appelle les interruptions matérielles. Une interruption, donc lorsque je touche sur une touche de mon clavier par exemple, j'envoie une information au système et l'analyse, si c'est quelque chose qu'il comprend, elle va essayer de répondre. Si c'est quelque chose qui ne répond pas, elle va dire que c'est une commande que je ne comprends pas. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les interruptions logicielles. Donc, il y a les interruptions matérielles que le matériel envoie pour le système pour signaler, par exemple, qu'un événement, n'importe quel événement est arrivé. Par exemple, pour comprendre ceci, lorsque j'essaye de lire des données à partir de disques, lorsque cette lecture est terminée, le disque doit envoyer un signal au système pour lui indiquer que le transfert de données est terminé. Lorsque l'imprimante imprime un travail, lorsque cette impression est terminée, l'imprimante doit envoyer un message au système pour lui indiquer que, par exemple, l'impression, le travail que je viens d'imprimer, il est terminé. Autre chose, la souris, donc lorsque je clique, donc elle doit envoyer un signal. Donc toutes les périphériques, elles communiquent avec le système par ce qu'on appelle les interruptions matérielles. Il y a aussi ce qu'on appelle les interruptions logicielles, ou bien, si bien les appels système. Les appels système, ce sont les interruptions logicielles. C'est le moyen de communication entre les processus utilisateurs et les processus système. Donc, un processus utilisateur, pour appeler un processus système, elle utilise ce qu'on appelle les interruptions logicielles ou bien les appels système avec lesquels ils vont faire la communication. Donc, les appels système, ils constituent l'interface entre le système d'exploitation et les programmes des applications. Donc, c'est la communication, c'est l'interface entre le système lui-même. Donc, ça, c'est la partie du noyau, c'est le système. Et ça, c'est la partie de l'application utilisateur. Donc, voilà. L'interface se fait par ce qu'on appelle les trappes ou bien les appels système. Donc, l'interface entre le système et les programmes utilisateurs ou bien leurs bibliothèques, donc les DLL, les Dynamic Linked Library, Dynamic Linked Library ou bien les bibliothèques linkées dynamiquement. Donc, ce sont les extensions des applications. Donc, qui vont essayer de faire, par exemple, la communication entre... Ils font partie de l'application.
et bien sûr le système. Par exemple, qui s'exécute en mode non privilégié. Donc, tout ce qui est application, tout ce qui est bibliothèque d'application s'exécute dans un monde non privilégié parce qu'ils n'ont pas le privilège d'accéder au matériel. Si elles ont besoin, lorsqu'elles ont besoin d'accéder au matériel, elles doivent passer par les processus, donc système via les appels système. Donc, les trappes, c'est comme un tunnel. On a dit qu'on a fait la séparation ici, et donc pour faire la communication, l'interfaçage, elle se fait par les appels système ou bien une trappe qui s'exécute au mode utilisateur. Les appels système sont réalisés au moyen d'instructions spécifiques. On les appelle les trappes ou interruptions logicielles qui permettent le passage du mode utilisateur au mode noyau. Un programme, un processus utilisateur qui a besoin d'écrire sur le disque, qui a besoin de lire sur le disque, qui a besoin de faire quoi que ce soit avec l'imprimante, avec la RAM, avec quoi que ce soit. Donc, elle doit passer par les processus système via un appel système. Au niveau du processus, le mode noyau se différencie habituellement du mode utilisateur. Donc, le système, le processus, lorsqu'il exécute, elle sait si elle exécute un programme utilisateur ou bien un programme du système d'exploitation. Donc, parce que elle doit savoir que le code et les données utilisées par le système, on a dit que le système, c'est celui qui gère toute la machine. Elle ne faut pas que qui que ce soit, n'importe quel programme utilisateur, il ne doit pas accéder aux ressources système, il ne doit pas accéder au code du système d'exploitation, il ne doit pas accéder à la partition, à la zone du RAM dans laquelle est logé le système d'exploitation. C'est pour cela que le code et les données utilisées par le système d'exploitation ne sont pas accessibles comme mode noyau. Donc, pour la sécurité, pour ne pas faire des dégâts, parce que il y a par exemple des hackers, il y a ceux qui cherchent à savoir qu'est-ce qu'il y a de les systèmes d'exploitation. Ils vont par exemple changer l'accès à la mémoire, les droits d'accès. Et donc, c'est pour cela que le code du système d'exploitation n'est pas accessible que lorsque le processeur sait qu'il s'agit bien du code du système d'exploitation, du code d'un processus noyau. C'est dans ce cas, on charge les processus système. Ceci se fait en incluant les segments mémoire, donc correspondant au système d'exploitation, que lorsque le passage de mode noyau. Donc, lorsqu'on bascule de mode utilisateur en mode noyau, donc dans ce cas, le processeur peut accéder aux zones mémoire du système d'exploitation. Les instructions de modification du table segment mémoire ne sont pas permises comme mode noyau. Un processus utilisateur ne peut pas changer la zone mémoire dans laquelle elle est logée. Sinon, si on donne à un processus utilisateur le droit de changer l'accès aux zones mémoire, elle doit essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le système d'exploitation, qu'est-ce qu'il y a dans les autres programmes, dans les autres processus. Donc, c'est pour des raisons de sécurité qu'on ne donne pas au processus utilisateur le privilège de changer l'accès mémoire. Ainsi, un programme utilisateur ne pourra modifier ses droits d'accès à la mémoire. Il ne peut pas pour des raisons de sécurité. Vous voyez pourquoi on fait la séparation entre le mode noyau et le mode utilisateur? Il y a aussi les instructions de lecture et d'écriture sur les ports d'entrée-sortie, sur les ports du disque, sur le port de l'imprimante, sur le port de la carte réseau. Les instructions d'accès au matériel ne sont pas permises comme mode noyau. Seuls les programmes utilisateurs peuvent accéder au matériel. Un processus utilisateur ne peut pas accéder. S'il a besoin de quoi que ce soit, il doit passer par le noyau. Un programme utilisateur ne peut donc accéder au matériel sans passer par le système d'exploitation. Donc,
s'il a besoin de matériel, il doit demander au processus noyau de faire le travail pour lui. S'il a besoin d'écrire, il va donner les données, elles vont être écrites. S'il a besoin de lire, les processus du système vont essayer d'amener les données et il va recevoir les données. Lui, il n'a qu'à demander. C'est comme le khadam. Le khadam, ils sont là pour faire du travail. Donc, n'importe quel travail sur le matériel, il va être fait par les processus système, par les processus du système d'exploitation. Donc, par exemple, on a écrit, par exemple, de l'EC. Donc, ça, c'est un descripteur de fichier. On a dit que la fonction fopen, elle va essayer d'ouvrir, par exemple, un fichier sur le disque en mode lecture ou écriture. Et donc, voilà, elle va essayer de faire l'appel aux bibliothèques de C qui vont essayer de faire un appel système, un trap, et bien sûr, le passage en mode noyau qui vont faire soit l'écriture, soit la lecture. Donc, le mode, on n'a pas spécifié ici, mais les deux modes sont permis, la lecture ou bien l'écriture. Donc, le mécanisme de trappe permet à tout programme de dérouter son exécution. Ah, ça, il faut comprendre de quoi s'agit-il. Je veux essayer de partager un tableau écran. Donc, voilà. On a ici, par exemple, le code donc, d'un programme. Instruction I1, l'instruction I2, etc. jusqu'à l'instruction IN. On a une instruction. Donc etc., etc., etc. On a ici l'instruction IG. Donc, dans l'instruction IG, par exemple, j'ai écrit comme tout à l'heure FB, donc, ou bien le descripteur est égal à fopen. Donc, j'écris par la série, donc de cette façon, donc fopen, etc. Donc, le nom de fichier, le mode, donc par exemple, read. Donc, de cette façon, donc à l'instruction G, je demande donc de lire, read, donc de lire à partir d'un fichier. Donc, ici, donc là, par exemple, l'instruction E1, c'est l'initialisation, donc une variable int x, donc je déclare une variable x. Donc l'instruction 2, j'initialise x est égal à 10. Et donc l'instruction par exemple 3, x est égal à x plus 10. Donc ce sont donc les instructions E1 jusqu'à E3, ce sont des instructions un petit peu ordinaires dans laquelle donc je déclare les variables, je fais l'addition, la comparaison. Mais ici, donc l'instruction G, l'instruction par exemple 30, G est égal à 30, dans l'instruction 30, j'ai besoin d'accéder au matériel. Donc voilà l'exécution de programme. Donc ça c'est le code de programme et l'exécution de programme va être dirotée. On va stopper l'exécution et on va aller ici exécuter. Donc l'instruction 30. Donc j'ai écrit donc ici l'instruction 30. Donc ici c'est l'instruction 30. De l'instruction 30. Donc on va essayer de suspendre momentanément l'exécution de programme et on va aller exécuter un code utilisé, un code noyau. Parce qu'on va faire un trap, on va appeler les processus du système d'exploitation. Donc, au lieu de faire l'exécution le processus, par exemple, le processus P0, on va dérouter, on va suspendre l'exécuter, on va essayer, par exemple, d'exécuter un certain code S1 et S2 qui font partie du système d'exploitation. Vous voyez qu'on va suspendre celui-là, on va le bloquer.
Si vous vous rappelez la dernière fois, on a dit que les processus, elles peuvent être dans un état élu, dans un état prêt, dans un état bloqué. Le processus P0 a besoin d'accéder au matériel, elle va être dans l'état bloqué jusqu'à la fin parce qu'on va essayer d'exécuter le code du système d'exploitation. Donc, le processus P0 est suspendu, il est dans l'état bloqué. On va aller donc pour exécuter le code du système d'exploitation. Lorsque ceci va être terminé, nous allons retourner et exécuter le code de P0. Vous voyez que P0, il est bloqué lorsqu'il arrive à l'instruction 30, il est bloqué. Après, lorsque le système d'exploitation lui rend la main, il va continuer son exécution jusqu'à sa fin. De cette façon, donc, l'exécution d'un programme, il est fait d'une façon dynamique. Ici, elle s'exécute normalement. Ici, il est suspendu et ici, il est redémarré. Donc, cette exécution dynamique, c'est ce qui donne à l'exécution d'un programme le nom d'un processus. Donc, je retourne pour ma... Donc, j'arrête donc, je retourne à mon code. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que... très bien. Donc, le mécanisme des trappes permet à tout programme de dérouter son exécution pour exécuter le code du système d'exploitation. Donc, lorsqu'on fait une trappe, on arrête l'exécution de programme et on va aller exécuter le code du système d'exploitation, les processus. Ce mécanisme doit être implémenté de façon matérielle au niveau du processus. Donc, le processus, lorsque je dis que je veux faire un appel système ou une interruption logicielle, il doit savoir à quelle adresse il doit se brancher. Les instructions qui vont s'exécuter. Donc, c'est ça le rôle d'un bloc qui s'appelle le vecteur d'interruption. Elle sait chaque interruption dans quelle adresse elle est implémentée. Donc, le processus doit savoir donc, sur quelle adresse il doit brancher. Ce mécanisme doit être implémenté de façon matérielle au niveau du processus car les programmes ne peuvent connaître lors de leur implémentation l'adresse à laquelle ils devront se brancher pour appeler les fonctionnalités. Un programme, lui, il ne sait pas, donc il a fait seulement fopen, il ne sait pas quelle est l'adresse à laquelle il va aller. Le processus doit savoir, c'est le rôle de vecteur d'interruption. Chaque interruption, elle sait où il est de la RAM, donc où il est donc pour exécuter son code. Ils devront se brancher pour appeler. Donc, l'adresse de destination de trappe est stockée dans une portion de la mémoire physique, la RAM, qui n'est accessible comme mode noyau. Donc, c'est seulement les processus système qui peuvent accéder à la partie de la RAM, donc qui contient le vecteur d'interruption, qui contient les adresses de branchement des instructions, qui n'est accessible comme mode noyau. Appelez le vecteur d'interruption qui est initialisé au démarrage. Donc, au démarrage, le système d'exploitation donc charge donc le vecteur d'interruption pour savoir chaque interruption logicielle, elle est implémentée donc où existe le code de l'instruction de processus ou l'instruction à appeler donc lorsqu'il y a un trap. Donc c'est de ce mécanisme, donc les processus des applications peuvent appeler les processus des systèmes d'exploitation par les appels, les trappes, les appels système ou bien les interruptions logicielles. Donc, chaque interruption logicielle, donc, on connaît son adresse, donc, parce que le système
elle a accès au vecteur d'interruption. Donc, le vecteur d'interruption, c'est comme un tableau. Donc, c'est par exemple, chaque interruption, donc c'est un tableau dans lequel on aura par exemple chaque interruption, interruption. Donc, elle doit savoir, par exemple, l'instruction 1 ou bien l'instruction open, fopen, elle doit savoir donc dans quelle adresse, etc. Donc, le vecteur d'interruption, c'est un tableau dans lequel on sait chaque interruption logicielle, son adresse. Donc, de cette façon, le trap, donc, elles peuvent accéder au processus système et accéder au matériel. Donc le deuxième principe, c'est la notion de processus. La notion de processus, on a dit que c'est l'instanciation d'un programme en exécution. On aura un chapitre, le deuxième chapitre qui va suivre cela, qui va être dédié la gestion du processus. Donc, on distingue, donc vous connaissez maintenant les processus utilisateurs et les processus système. Les processus système n'appartiennent pas à aucun utilisateur et ne sont pas sous aucun contrôle d'un terminal ou bien d'un utilisateur bien précis. On comme propriétaire le super utilisateur, donc c'est celui c'est celui ou bien les démons parce qu'on a dit que les processus système, elles sont en attente. Ils attendent les requêtes, ils attendent les demandes des applications pour accéder au matériel. Elles sont là pour répondre au processus système lorsqu'ils ont besoin d'accéder au matériel. Donc, c'est ce qu'on appelle les démons. La démon, c'est un processus donc, qui est en attente, il est en écoute. Elle écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? Donc, c'est ce qu'on appelle les démons. Elle reste résident en mémoire centrale. Elle réside et bien sûr donc en attente d'une requête d'un processus utilisateur pour faire le travail. Elle assure des services généraux accessibles à tous les utilisateurs. Donc, pour chaque fois qu'un processus utilisateur a besoin d'accéder au matériel, donc c'est les processus système qui vont faire le travail. Elles peuvent être créées au lancement du système ou à des dates fixées par l'administration. Donc, voilà. Donc, exemple de processus système, le cron, il lance à des dates spécifiées des commandes particulières. Par exemple, le cron sur le shell, par exemple, si je veux faire, par exemple, le fichier log, si je veux l'enregistrer, donc voilà, à minuit, par exemple, à minuit, il y a peu de probabilité qu'il y a des utilisateurs qui travaillent encore à minuit. Donc, je sais que tous les utilisateurs, ils sont rentrés chez eux, et donc, je peux faire l'enregistrement. Je peux faire, par exemple, pour le fichier log, je peux faire la mise à jour, je peux faire, donc, je lance des applications à des dates bien précises, par exemple, le matin, avant qu'un utilisateur vienne, etc. Donc, cron, c'est une commande shell qui va lancer des commandes spécifiques à des dates bien précises. Il y a aussi le LP scheduler, donc l'ordonnanceur de l'impression scheduler, donc le SCED, donc c'est l'ordonnanceur. Donc, assure l'ordonnancement des requêtes d'impression. Donc, chaque fois qu'il y a une requête d'impression, il va assurer ces requêtes. Donc, ce sont des processus système. Donc, on a dit que le processeur, elle exécute un processus système ou un processus utilisateur. Donc, le contexte d'un processus définit un instant donné, donc ça c'est un petit peu de définition, etc. Comprend l'ensemble des trois environnements suivants. Donc un processus, elle va avoir trois environnements donc pour sa gestion.
Le premier environnement, c'est ce qu'on appelle l'environnement utilisateur. Donc, l'environnement utilisateur, il va comprendre, par exemple, le code, la, la variable, la pile, etc. Donc, c'est le code à exécuter, le texte, etc. Donc, les instructions, par exemple, les instructions I0 jusqu'à A et N que j'ai écrit, donc c'est ce qu'on appelle la zone programme. Il y a aussi la zone de données. Un processus, il utilise par exemple les instructions d'addition, de multiplication, etc. Mais aussi, il y a les données qu'il utilise. Une zone de données, ou bien data, la zone pile pour faire les appels récursifs, pour faire l'appel d'exécution. Donc, il y a une zone pile utilisateur pour des variables locales, des appels à des fonctions dont la taille peut être modifiée. Vous savez qu'une pile, à un certain moment, il se peut que l'appel réservé n'est pas approprié. Il faut donc changer, donc il faut demander encore de la mémoire pour l'exécution d'un programme, par exemple une fonction récursive qui a besoin encore de l'appel. Donc la zone programme peut être partagée entre plusieurs processus. Ici, on parle de la notion de les processus lourds et les processus légers. Un processus lourd peut être partagé en plusieurs processus légers qui vont partager quelques zones mémoire ou bien quelques zones de données. Donc, la zone programme peut être partagée entre plusieurs processus. En outre, un processus peut partager des segments de mémoire, les données avec d'autres. Donc, c'est un petit peu la notion de processus lourd et processus léger qu'on appelle les threads. Le deuxième environnement, c'est l'environnement machine. On va voir un autre environnement, l'environnement système. L'environnement machine, c'est l'ensemble des registres parce que le processeur, il contient un ensemble de registres, donc les accumulateurs pour faire les additions, les comparaisons, etc. Il utilise le registre. Il utilise un registre, donc ce qu'on appelle le registre le pointeur du pile. Donc, il y a le compteur ordinal, le pointeur de pile, etc. Le compteur ordinal, c'est un registre qui contient l'adresse de l'instruction la prochaine à exécuter. Donc, par exemple, lorsque j'exécute l'instruction IA, le compteur ordinal, il va contenir l'adresse de l'instruction 2. Lorsque j'exécute l'instruction 2, il va contenir l'instruction 2. Donc, toujours lui, elle contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Donc, tous ces registres, donc, lorsqu'un processus va s'exécuter, il va essayer d'utiliser les registres de processeur donc, pour son exécution. Et bien sûr, vous allez voir que il y aura la commutation des processus. La commutation parce que il y aura la concurrence d'accéder au processeur, la concurrence d'accéder à la mémoire, la concurrence d'accéder au disque dur, etc. Prenons seulement l'exemple de la concurrence d'accéder à la ressource la plus vitale. La ressource la plus vitale d'un ordinateur, c'est le processeur, celui qui exécute les processus. Imaginez que nous avons seulement deux processus qui vont s'exécuter. Si je lance maintenant, si vous voyez les processus qui s'exécutent, vous allez être étonné qu'il y a plusieurs processus, mais pour comprendre, on va prendre seulement deux processus qui s'exécutent, le processus P1 et P2, qui vont être échangés entre, le processus va exécuter à un certain moment le P1, puis il va commuter vers P2, donc on suppose déjà que nous sommes en temps partagé. Lorsqu'un processus est élu pour s'exécuter, elle est de la RAM, parce qu'elle est pour s'exécuter, il doit être de la RAM, mais lorsqu'il s'exécute, il va utiliser les registres de processeur. Et bien sûr, lorsque je commit de P1 vers P2, on doit sauvegarder les valeurs du registre, les registres, les accumulateurs A et B, etc., le compteur ordinal, le compteur de pile,
Parce que lorsque je veux encore basculer de P2 vers P1, devrais retourner là où j'étais. Je ne peux pas commencer à partir de zéro. Je veux vous expliquer. Je veux partager avec vous. Donc, je veux essayer de partager avec vous le tableau blanc une deuxième fois. Donc, sélection, comment je dois gommer, ou bien je dois sélectionner tout ceci et je vais le gommer d'une seule fois. Je vais gommer de cette façon. Allez-y, 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 allez-y. Très bien. Donc, donc maintenant, je veux stylet. Ce n'est pas la gomme, ce n'est pas le projecteur, le marqueur. Dessiner. Donc, le texte. Donc, je vais écrire. Donc, imaginez que nous avons les instructions E1, E2, E3, et jusqu'à IN. Donc, ça, c'est le processus E1. Je veux l'instruction G1, G2, G3, jusqu'à GM. Donc, on aura l'exécution de processus. Donc, ça, c'est le processus P1. Et ça, c'est le processus P2. Donc, ce n'est pas grave. Donc, P2. هذه راه غير P1. ou bien j'efface je vais écrire P1. Donc, ça c'est P1 et ça c'est P2. Donc, lorsque l'ordonnanceur va élire P1, il va avoir toutes les ressources. Supposons qu'elle s'exécute. Il a exécuté l'instruction E1, E2, et bien sûr l'ordonnanceur suspend donc elle a exécuté les instructions E1 et E2, elle a été suspendue. On donne la main à P2. Elle a exécuté l'instruction G1, G2, G3. Donc, lorsque on va faire basculer de P1 à P2, donc ce que contenait les accumulateurs, le registre du processeur, donc il faut par exemple le registre A, le registre B, etc. Tous les registres, il faut sauvegarder ce qu'il contient de ce qu'on appelle le process control block. Process control block. Donc, il faut pour pouvoir continuer là où j'étais. Donc, lorsque j'ai donné la main, lorsque l'ordonnanceur a choisi P2, elle a par exemple exécuté, elle a commencé par le début, elle a exécuté G1, G2, G3, donc, et il va être suspendu ici, et on va retourner à P1. P1, on ne doit pas commencer à 0, on ne va pas commencer toujours à I1, on va suivre là où nous étions. On va par exemple exécuter l'instruction I1, I3, I4, I5 jusqu'à I10, mais pour le savoir, il faut charger le contenu du registre A et B, C, compteur ordinal, contenu de pile, donc à partir de process control block de processus P1. Et bien sûr, à ce moment aussi, on doit sauvegarder l'environnement machine de P2 dans le process control bloc de P2, dans une mémoire
donc process control bloc de P2 pour continuer là. Lorsque je veux encore basculer de P1 à P2, je dois continuer là où j'étais pour ne pas commencer à partir de zéro. Donc de cette façon, de cette façon, le système, c'est là où il était. Donc, on utilise cet environnement, machine. Donc, pourquoi je suis revenu ici? Donc, l'environnement machine, ensemble les registres pour l'exécution, pointeur ordinal, pointeur registre de travail, registre pour la mémoire virtuelle. Donc, tous ces registres, c'est ce qu'on appelle l'environnement machine. Chaque processus est là, cet environnement machine donc, qui contient l'état des registres et leur contenu. Donc, le troisième environnement, c'est ce qu'on appelle l'environnement système, situé dans le noyau. C'est une partie du noyau pour chaque processus. Il comprend au moins les trois registres. Donc, la table des processus. Donc, la table des processus, on a dit que pour la gestion des processus, on aura besoin d'un identificateur de chaque processus, qui a créé le processus, quel est le père de chaque processus, etc., quel est l'ensemble des fichiers qu'il utilise, etc., etc. Donc, c'est une entité globale. Donc, qui dit global, c'est comme une variable globale qui va être vue par tous les processus ou bien les processus. Chaque processus correspond à une ligne de la pile. Donc, c'est un tableau dans lequel un processus, il va continuer. Donc, c'est un tableau. C'est un tableau dans lequel on aura par exemple chaque ligne, donc ça c'est les en-têtes, donc le processus P0, P1, elle est dans une ligne, P2 dans une autre ligne, P3, etc. Donc, on aura par exemple l'identificateur, c'est un nombre. Donc, par exemple, l'identificateur du processus. On aura l'état. On a dit que state, donc en anglais c'est state, on a dit que chaque processus il est dans l'état élu, l'état prêt ou l'état bloqué. La priorité, donc il y a des processus qui sont prioritaires par rapport à d'autres. L'utilisateur qui a créé le processus, l'utilisateur qui utilise le processus, les droits d'accès, est-ce qu'un processus peut être utilisé, etc. Donc tout ceci, donc ce qu'on appelle la table de processus. Donc elle sert pour la gestion du processus. Le système utilise cette table donc pour savoir pour la gestion du processus, la table des processus. Donc, la structure U ou bien user, il en existe une par processus. Donc, pour chaque processus, il a une structure U. Il contient les informations de contrôle, le répertoire courant, le pointeur vers les fichiers ouverts, les variables d'environnement, etc. Et bien sûr, la dernière, c'est la table de texte utilisée pour la gestion du code partageable. Donc, chaque fois qu'il y a un code partageable entre plusieurs. Donc, chaque ligne contient des informations suivantes la taille du texte, le pointeur vers la structure U que nous avons deux, vers les nodes. Les nodes, c'est le nom d'information. Donc, vous allez comprendre ça dans le chapitre, le chapitre 3. Donc, dans la gestion des fichiers exécutables, etc. L'environnement système initial est créé par le shell lors de la création du processus. Donc, un processus peut s'exécuter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un processus, elle peut s'exécuter en deux modes. Un mode privilégié et un mode non privilégié. Le mode utilisateur est un mode non privilégié. User mode. Le processus n'accède qu'à son espace d'adressage. Il ne peut pas accéder seulement à la zone de la mémoire dans laquelle il a été logé.
et n'exécute que les instructions ordinaires, les instructions d'addition, les instructions de multiplication, de division, et la comparaison. Chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, elle doit faire appel au processus système pour accéder à le matériel. Par contre, les processus noyaux ou bien kernel ou le mode privilégié qui s'exécute en mode privilégié, un processus s'exécute, les instructions n'appartiennent pas au programme, donc, mais au noyau. Elle accède à des données externes à son espace d'adressage, table du système. On peut passer en mode noyau, soit par une interruption appropriée. Donc, une interruption appropriée, ou bien une drop, soit par la réalisation d'un appel système par le processus lui-même. Requête de la lecture du clavier. Chaque fois que je veux scanf, printf, etc., ce sont des appels d'accès au matériel. Donc, le programme va utiliser la bibliothèque qui va essayer de faire les appels système parce qu'elle sait l'instruction, donc là où il doit aller dans le vecteur d'interruption pour accéder les appels système. Donc, la différence entre mode noyau et mode d'utilisation est gérée matériellement directement sur le processeur. Il n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le super-utilisateur ou bien l'administrateur. L'administrateur, lui aussi, elle s'exécute en mode utilisateur parce qu'il n'accède pas au matériel. Mise en œuvre sur certains systèmes d'exploitation qui est géré au niveau logiciel dans le code du système. En fait, même le super-utilisateur d'un système, elle passe la plupart, le clair de son temps en mode privilégié parce qu'il n'a pas accédé, elle accède au matériel. Seul le système d'exploitation, elle accède au matériel. Donc, dans le cas d'un système multiprogrammé, qu'est-ce qu'un système multiprogrammé? Ouvrez vos oreilles. Un système multiprogrammé, c'est un système qui peut contenir plusieurs programmes en mémoire centrale. La mémoire peut charger plusieurs programmes, plusieurs processus en mémoire, de telle sorte que, pourquoi on fait appel à la multiprogrammation? On a dit qu'un processus, elle va s'exécuter, elle va être dans les états élus pré-bloqué. Lorsqu'un processus est dans l'état bloqué, ça veut dire qu'il ne s'exécute pas. Dans ce cas, puisqu'il ne s'exécute pas, la ressource processeur, c'est une ressource chère, elle doit travailler. Lorsque le processus est bloqué, il faut qu'un autre utilise cette ressource. Lorsqu'on utilise la multiprogrammation, l'objectif qu'on met dans la tête, on charge plusieurs programmes en mémoire de telle sorte que lorsqu'un programme est bloqué, on doit élire un autre programme qui est de l'état prêt. On ne peut pas élire un programme qui est dans l'état bloqué. Mettez ça aussi dans vos têtes. Vous devez comprendre ça. On ne peut pas élire qu'un programme qui est de l'état prêt. Un programme qui est de l'état prêt, c'est un programme qui a toutes les ressources, toutes les données, sauf la ressource processeur. Il n'attend que la ressource processeur pour s'exécuter. Par contre, un programme de l'état bloqué, soit qu'il a besoin des données, soit qu'il a besoin d'une ressource utilisée par une ressource autre que la ressource processeur. Un programme, un processus qui utilise une ressource, cette ressource n'est pas partageable, on doit attendre la libération de cette ressource pour utiliser par un autre. Donc, dans le cas d'un système multiprogrammé, vous connaissez maintenant un système multiprogrammé, c'est un système dans lequel on peut charger plusieurs programmes en mémoire de telle sorte que lorsqu'un programme est bloqué, on va élire un autre programme. Les différents processus doivent se partager l'accès aux ressources, surtout la ressource processeur, l'unité centrale, l'UCT, c'est le processeur, la mémoire et les périphériques. Elles ont la concurrence donc d'accéder à les ressources et donc c'est du matériel, elles vont partager. Par exemple, un processus ayant besoin d'une ressource qui est occupée doit être bloqué.
Ça, c'est très important à le rappeler. Lorsqu'un programme a besoin d'une ressource qui n'est pas libre, qui est utilisée, elle doit être dans l'état bloqué. En attendant que cette ressource se libère, soit libre. Dans le cas d'un système à temps partagé, qu'est-ce qu'un système partagé? Un système partagé, parce que dans un système multiprogrammé, il y a la ressource processeur, elle peut être dédiée exclusivement à un programme, à un processus jusqu'à ce qu'il se termine, ou bien elle va être partagée d'une façon à tour de rôle. À tour de rôle. On donne un petit peu de la ressource processeur à un autre, puis on donne une portion pour un quantum de temps à un autre processus qui est dans l'état. Il faut qu'il soit dans l'état élu, de l'état prêt pour être élu. Et on fait tourner le processus. Chaque processus a l'illusion qu'il est le seul. Lorsque par exemple, lorsque je travaille maintenant sur le Microsoft PowerPoint, j'ai l'illusion que j'ai toute la ressource, même si il y a plusieurs programmes qui s'exécutent. J'exécute aussi le Chrome parce que, donc, puisque je suis sur Zoom, j'utilise le réseau. Et donc, lorsque je suis sur le Zoom, j'ai l'impression que le Zoom, il utilise lui seul le processus. Lorsque je suis sur un autre programme, donc les programmes ont l'illusion qu'elle exécute à eux seuls le processeur. Comment ceci? Le processeur, il tourne à 10 GHz. Vous savez combien d'instructions il peut exécuter en secondes, des milliers et des milliers d'exécutions. Donc, je donne par exemple à chaque programme 100 millisecondes. Il va exécuter plusieurs instructions. Je donne après ceci, je donne le processeur à un autre programme. Il aura 100 millisecondes. Et de cette façon, chaque programme aura 100 millisecondes. Et bien sûr, moi, comme humain, les 100 millisecondes, c'est comme si c'est continu. Donc, si j'écoute la musique, c'est comme si la musique est continue, même si, alors qu'en réalité, les processus, elles se tournent un après l'autre, etc. On va comprendre ça lors du deuxième chapitre. Mais vous devez le savoir dès maintenant. Dans le cas d'un système temps partagé, on partage le temps de procession. L'exécution du processus doit être en apparence concurrente. Une fraction de temps processeur, ce qu'on appelle le quantum, doit être accordée à chacun des processus. Un processus exécute une séquence d'instructions dans un espace d'adresse comprenant l'ensemble des locations en mémoire auquel le processus est utilisé est autorisé à accéder. Et puis, il peut exécuter le code du système d'exploitation. Dans ce cas, il doit être... Lorsqu'il a besoin d'accéder au matériel, il va passer bien sûr à l'état bloqué parce qu'il ne peut pas, accéder au matériel et bien sûr on ne peut pas attendre. Donc chaque fois qu'il est bloqué, on donne le processeur à un autre. Cet espace est a priori virtuel, donc on va comprendre qu'il est la mémoire virtuelle et ne correspond pas clairement à la mémoire physique. Lorsqu'on il y aura le mécanisme de traduction des adresses virtuelles. On va voir ça dans le troisième chapitre, parce que lorsqu'on parle de la mémoire virtuelle, un processus, c'est comme s'il a une infinité de mémoire. Parce que s'il n'a pas, elle va être tout d'abord stockée sur le disque, sur la mémoire d'échange, et bien sûr, lorsqu'on va le charger sur la RAM, on va faire la traduction des adresses virtuelles en adresse physique pour l'implémenter sur la RAM. Donc, cet espace d'adresse est a priori virtuel et ne correspond pas nécessairement à la mémoire physique, il correspond au texte, donc le code texte, les données utilisées par le processus.
à chaque processus correspond encore un ensemble de registres, donc ce qu'on appelle l'environnement machine, des registres de compteurs comme le compteur programme, le compteur ordinaire ou bien ce qu'on appelle aussi le compteur qui pointe sur la prochaine instruction à exécuter. Donc, on a par exemple, lorsqu'on exécute l'instruction 1, le compteur programme, il contient l'adresse E2. Vous comprenez pourquoi. Lorsque je bascule d'un processus à un autre, lorsque je fais la commutation, lorsque je retourne vers le premier, je sais la prochaine instruction à exécuter. C'est pour cela que le compteur programme, il est essentiel de contenir la prochaine instruction à exécuter. Donc, je dois arrêter la styliette pour pouvoir avancer. Donc, imaginez maintenant, on va voir deux scénarios. Deux scénarios d'exécution des programmes ou bien même des appels système. Imaginez que j'exécute un processus un processus P1, le code de P1, il est comme ça. Une instruction E1, une instruction E2, jusqu'à l'instruction I 100, I 101, jusqu'à I N. Avec N, il y a la dernière instruction. De I1 jusqu'à N. Par exemple, à l'instruction je retourne c'est pas ça. Supposons que à l'instruction E3, j'accède, j'exécute un appel système. Appel système. On a dit que l'appel système, c'est un moyen avec lequel un processus utilisateur peut accéder au matériel. Si appel système, on va faire l'exécution d'un processus système pour accéder au matériel. Donc ça, c'est un processus utilisateur. P1, c'est un processus utilisateur. Le code de processus E1, l'instruction E1 et dans l'instruction E3, par exemple, un scanf ou un printf ou la f open, etc., dans lequel j'accède au matériel. Imaginez que ici, je dois je suspends l'exécution du processus utilisateur pour aller exécuter un processus système. Le code de processus système, je veux essayer par exemple exécuter le code de processus système. Le code de processus donc qui va répondre au ceci, G1, G2, etc., jusqu'à GM. Les instructions GM. J'exécute GM. La gomme, donc ici, j'écris le G, c'est ça. G. M. Les instructions de processus système, donc ce qu'il faut pour répondre à ceci, on doit exécuter. Mais il se peut que
j'exécute le code de celui-là, et à un certain instant, il m'arrive qu'il arrive et aussi une deuxième interruption qui peut être logicielle ou matérielle, interruption. Vous voyez donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je compte, est-ce que je termine l'exécution de ceci et après je viens vers cette instruction, ou bien je suspends aussi cela pour commencer par cette instruction, ou bien qu'est-ce que je devrais? Il y a ce problème de quelle est l'instruction, quel est l'ordre d'exécution des interruptions lorsque plusieurs interruptions arrivent. Donc, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre maintenant. Traitement séquentiel ou emboîté. On a par exemple un code d'un processus utilisateur, donc l'instruction is 0 jusqu'à n, donc on a n plus instruction. À un certain moment, il y a une interruption. Une interruption ou bien une exception, ça peut être une exception, et donc, comment on va essayer de traiter? Donc, traitement de l'exception ou des interruptions et retour au code utilisateur. Que se passe-t-il lorsqu'une exception se produit alors qu'une autre exception est en train d'être traitée? Je traite une exception et à un certain moment, une deuxième exception ou bien une deuxième interruption arrive. On a deux possibilités. Le traitement séquentiel. Le traitement séquentiel, ça veut dire que je dois terminer la première interruption avant de passer à la deuxième interruption. Le traitement séquentiel des interruptions, on traite de l'ordre dans lequel elles se produisent. Première jusqu'à ce qu'elle termine. Et je passe à la deuxième. Vous allez voir ceci lorsqu'on va parler de traitement par lot. Le traitement par lot de l'exécution des programmes ou bien des processus. De le traitement par lot, je termine un processus jusqu'à la fin. Ça, c'est exactement le contraire de par le temps partagé. Le temps partagé, je n'exécute pas jusqu'à la fin. Je traite un bout et je traite un bout de l'autre. Un bout de l'autre. Jusqu'à tous les processus, ils croient qu'ils s'exécutent tous sur le processus, alors qu'en traitement par lot, j'exécute un jusqu'à ce qu'il se termine, puis je passe au deuxième. Donc, c'est ça le traitement séquentiel. Une exception est traitée complètement avant de passer à la suivante. Donc, je termine la première, puis je passe à la deuxième, même si la deuxième, elle arrive lorsque je traite celle-là. On aura le schéma ici. Le deuxième, c'est le traitement emboîté. J'exécute un programme, il y a une interruption qui arrive, j'essaie d'exécuter le code de l'interruption, mais lorsque j'exécute l'interruption, il y a une deuxième interruption arrive. Imaginez qu'elle est prioritaire. Je dois suspendre la première interruption pour exécuter la deuxième. Lorsque je termine la deuxième, je retourne vers la première interruption pour la terminer. Lorsque je la termine, je reviens pour mon code d'utilisateur pour le terminer. Le traitement emboîté des interruptions, cette façon de traitement suppose que l'on a défini un ordre de priorité. La deuxième est la priorité par rapport à la première. Si la deuxième est moins prioritaire, elle doit attendre. J'exécute la première jusqu'à ce qu'elle termine et je traite la deuxième, puis je retourne vers le code utilisateur. Dans ce cas, le problème se ramène à interrompre un processus pour exécuter un autre processus plus prioritaire. Donc, il y a la notion de prioritaire. On va voir dans l'ordonnancement qu'il y a un ordonnance, la politique qui utilise la priorité. Les processus système
elles sont prioritaires par rapport au processus utilisateur. Si j'exécute un processus système et il y a un ordre d'exécuter un processus système, j'exécute en premier le processus système. Je suspends donc le processus utilisateur jusqu'à terminer donc le processus système. Donc ici, on a le code utilisateur. J'exécute un processus système, une interruption, premier traitement de la première séquence ou de la première interruption, et il vient une deuxième, je traite la première jusqu'à ce qu'elle termine, je traite la deuxième jusqu'à ce, et puis je retourne vers le code utilisateur pour le terminer. Le traitement emboîté, j'exécute de la même façon un programme utilisateur, et s'il y a une interruption, donc je traite la première interruption. Lorsque je suis à un certain G, il y a une deuxième, je traite la plus prioritaire. Lorsque je la termine, je reviens au GT. Il y a ici un basculement, il y a un deuxième basculement. Lorsque je la termine, je retourne là où j'étais. Je termine la première interruption. Lorsque je la termine, je reviens là où j'étais dans le programme. Vous voyez qu'il y a ici le traitement séquentiel et le traitement emboîté, parce qu'il y a ici cette notion de priorité. Donc, mais on doit comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque je switch entre deux processus. Ça, c'est un processus utilisateur, ça, c'est un processus système, ça, c'est un processus système, mais je dois comprendre qu'est-ce qui arrive, donc, pour ne pas se perdre. Donc, c'est bien ce que je veux traiter ici. L'accès à l'espace système ne peut se faire qu'en mode noyau. Ça, c'est évident. Un processus accède à l'information de l'espace système en effectuant un appel système. Le contrôle est alors transféré au noyau après un changement de mode. Le changement de mode utilisateur vers le mode système qui effectue l'accès pour le compte du processus. Le contrôleur est alors retourné au processus après un changement de mode aussi de mode système vers le mode utilisateur. Mais comment se passe? Donc, imaginez qu'il y a un processus P0 s'exécute. Et si il est dans l'état élu, la ligne, la flèche, elle est remplie et gras. Donc, c'est l'état élu. Ça aussi, c'est l'état élu. En pointillé, c'est l'état inactif. Il est soit prêt, soit bloqué. Il ne s'exécute pas. D'accord. Donc, ici, lorsque je vais basculer pour exécuter un autre processus P1, on doit comprendre qu'est-ce qui s'arrive exactement. Les systèmes d'exploitation interrompent, donc le système d'exploitation est exactement l'ordonnanceur doit interrompre le processus P0 pour élire P1. P1, il est lui dans l'état inactif, soit l'état prêt, soit l'état bloqué. Il ne s'exécute pas. Donc, si il est en pointillé. Donc, ici, P1, il s'exécute, il est dans l'état élu. Donc, ici, il est de l'état inactif prêt au bloqué. Donc, lorsque l'ordonnanceur intervient pour suspendre P0 et élire P1, il y a un ensemble de choses qui arrivent. L'ordonnanceur sauve ou bien enregistre l'état de P0 dans le processus contrôle bloc P0. C'est une zone mémoire dans laquelle le processus n'accède pas, mais c'est une zone mémoire du système d'exploitation dans laquelle il va sauvegarder l'état de P0 parce que l'état, il contient les registres, le compteur ordinaire, tous les fichiers qu'il utilise, etc. Tous ces environnements, il est dans le processus control block. Et il va essayer de charger l'état de P1 à partir de son processus control block.
si c'est donc tout ce qu'il utilise avant, donc il est dans l'état. Si le processus P1 vient d'être créé, donc si sa première exécution, donc il va savoir donc les états, les registres, ils vont initialiser. Et donc il va essayer pour savoir là où il va commencer l'exécution de P1. Elle exécute P1 à un certain moment et il arrête à P1. Il va retourner pour exécuter P0. Pour faire ceci, il y a des choses à faire. Il va sauver l'état de P1 dans son process bloc PCB1, process control block B1 de processus P1. Il va charger. On a dit ici, il sauve, il enregistre, il va charger l'état de P0 à partir de la zone mémoire dans laquelle il a tout sauvegardé pour savoir là où il va continuer pour ne pas commencer à zéro. En résumé, un processus est une instance d'un programme en train d'exécuter. Donc, c'est une instance. Elle est représentée au niveau du système par son code, ces données que nous avons dit ici, l'environnement utilisateur, par le code, par les données. Par sa pile d'exécution, les valeurs courantes des registres, du processus, ainsi que d'autres données relatives à l'état courant du système, état du processus, la liste des fichiers qu'il utilise, etc., etc. Un processus est créé par d'autres processus. Il y a la notion de l'arborescence. Un processus peut créer un autre processus et un autre processus peut créer d'autres processus. Mais qui est l'ancêtre? Quel est le processus le premier créé, ce qu'on appelle le processus init. C'est un processus créé au démarrage. Elle peut créer d'autres processus et d'autres. Sauf le premier. Donc, le premier, donc, il est créé au démarrage. Il est susceptible d'être suspendu. Vous voyez ici, il est suspendu parce que soit il est prêt, soit il est bloqué. Redémarrer. Vous voyez qu'il est relancé et recevoir des événements traitables de façon asynchrone. Il peut recevoir des données, il peut attendre des ressources. Donc, voilà. C'est de cette façon, il y a l'exécution dynamique d'un processus. Dans les systèmes récents, on a deux niveaux d'exécution. Les processus classiques, lourds, les grands processus possèdent chacun leurs données, ou bien les processus légers, ou bien les traders qui peuvent exécuter au sein d'un processus lourd. Donc, un processus lourd, on peut avoir là-dedans, par exemple, une fonction, la fonction main qui va essayer d'appeler des fonctions et des fonctions. Donc, c'est pour comprendre la notion de fonction lourde et de fonction légère. Lourds qui ont leur pile propre, mais partagent toutes les données. Ils partagent les données donc, de la fonction principale. Donc, maintenant, on va essayer de voir le troisième principe, c'est la notion de fichier. Le système de fichiers, c'est pour la gestion des fichiers, c'est la gestion de la donnée permanente, des informations, des données permanentes. Donc, sous forme de fichiers sur le disque, sur la mémoire permanente. Donc, le système de fichiers, elle doit permettre à l'utilisateur de créer un fichier qui créer, ça veut dire lui réserver les blocs de données, d'ouvrir un fichier, d'exécuter un fichier, ouvrir un fichier en mode lecteur ou bien en mode écriture, de copier un fichier. Donc, tous ces droits, on va voir. Donc, mais il faut avoir les données, il faut avoir les droits. Donc, le système de fichiers fournit un modèle commande d'organisation de l'information persistante, avec une gestion indépendante du support. Indépendamment, est-ce qu'il s'agit de disque dur, est-ce qu'il s'agit de CD, de la mémoire flash, de la disquette, indépendamment de ceci, donc par des appels système.
Puisque je dois accéder au matériel, donc les programmes utilisateurs ils doivent utiliser des appels système FOPAN, etc. pour accéder et pour créer les fichiers. Pour créer les fichiers, pour les exécuter, etc. Le plus souvent, l'organisation se fait de façon arborescente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on aura un répertoire dans lequel on va avoir des sous-répertoires, dans des sous-répertoires, on va avoir des sous-répertoires, etc. Les feuilles, c'est comme un arbre. On a la racine, les nœuds internes, chaque nœud, il peut avoir d'autres nœuds, etc. Mais les feuilles, ce sont les fichiers. Donc, les fichiers, ce sont les nœuds de mon arborescence de l'arbre. Le système de fichiers fournit des services classiques sur les fichiers. Création d'un fichier, suppression d'un fichier, ouverture d'un fichier en mode lecture, en mode écriture, fermeture d'un fichier, positionnement le fichier. Par exemple, vous vous rappelez de la commande ou bien la fonction SIC de langage C pour se positionner dans un fichier texte ou bien dans un fichier binaire pour ne pas faire la lecture séquentielle. Je peux utiliser la fonction SEC. Si vous vous rappelez, donc la fonction SEC, donc en C. Donc c'est une fonction qui me donne le droit d'accéder à un emplacement à des blocs, bien sûr. Donc, bien sûr, il faut se déplacer par un ensemble de bits n, ou bien à partir de la fin, ou bien à partir de la partie compte. Mais il ne faut pas déborder. Si je veux me déplacer à partir de début, donc il ne faut pas déborder. Donc, il faut faire attention. Afin d'uniformiser l'ensemble des ressources d'entrée-sortie, on a un modèle cohérent. La plupart des systèmes de fichiers possèdent la notion de fichier spécial. On a dit que il y a des systèmes d'exploitation qui utilisent, par exemple, Linux et Linux, tout est fichier. La souris, c'est un fichier. Le disque dur, c'est un fichier. Le clavier, c'est un fichier. La notion de fichier spécial. Donc, tous ces fichiers, de même, c'est le système de fichiers qui supporte la communication entre processus. Donc, chaque fois qu'il y a la notion lorsque les processus vont se communiquer pour partager de l'information, on utilise donc les PIP, donc, et la notion de communication interprocessus. Donc, on utilise les fichiers spéciaux. Donc, on va essayer maintenant de savoir quel est un petit peu l'historique. Voilà, maintenant nous avons des systèmes d'exploitation sophistiqués. Donc, par exemple, sur mon téléphone, il y a Android, c'est un fichier. Donc, vous voyez déjà, ça c'est comme un ordinateur. Donc, et on a un système d'exploitation. Donc, il y a les systèmes d'exploitation modernes qui ont un petit peu, qui font un bon travail, qui font donc au niveau de la gestion, au niveau de la gestion des ressources, la communication, la présentation, etc. Mais ceci, il a besoin de temps pour arriver à ce qu'il est maintenant, parce que au début, les ordinateurs étaient costauds. C'est comme des immeubles. Et bien sûr, la communication, elle se fait même manuelle. Les opérateurs, les humains, pour faire la communication et la commutation, elle intervient. Maintenant, tout est presque automatisé et les ordinateurs, donc, voilà, je travaille sur mon ordinateur, donc c'est un clavier. Il y a même des ordinateurs dans lesquels on a le clavier, on a tout, etc. Donc, le premier ordinateur, donc les premiers ordinateurs, elles sont presque vers la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Et donc, la première génération, elle utilise les tubes électroniques. Et la commutation, elle est manuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle le traitement par l'eau. Le traitement par l'eau, pour comprendre de quoi s'agit-il, c'est un petit peu, donc, lorsque les
les ordinateurs, lorsque les ordinateurs vont essayer d'exécuter le programme, nous allons voir que il y aura les programmes qui vont être sur les cartes perforées, qu'on va se mettre dans un dérouleur de bande, et bien sûr, les opérateurs, donc les humains, ils apportent les cartes perforées qui contiennent les codes, on va les prescrire, les transcrire en bande, un dérouleur de bande, et on va apporter les dérouleurs de bande vers l'ordinateur qui va essayer d'exécuter le code et il va nous sortir les informations sur son écran. Mais au lieu de mettre donc le traitement parlant, au lieu de mettre un seul programme de la bande, on va essayer de mettre plusieurs. Plusieurs. Parce qu'on a dit que la commutation se fait manuelle par les humains et donc chaque fois qu'il y a l'humain, il y aura beaucoup de temps qui se perd et donc pour gagner du temps, on va mettre au lieu d'un seul programme dans une dérouleur de bande, on va mettre plusieurs. Lorsque le système exécute le premier jusqu'à ce qu'il termine, jusqu'à ce que du début d'une façon séquentielle, elle passe au deuxième. Lorsqu'elle termine le deuxième, elle passe au troisième, etc. d'une façon séquentielle. Au moins, on va gagner le temps que se perd lorsque les humains interviennent. Puis, donc, il y aura, donc, vous voyez que, par exemple, les transistors, donc, le transistor, le transistor, c'est un composant électronique qui a bouleversé. Au lieu de faire la commutation manuelle, la commutation maintenant, il se peut qu'elle soit automatique. Et bien sûr, après, il y aura l'invention au lieu de transistors, des circuits intégrés. Des circuits intégrés qui contiennent, donc pourquoi on a la RAM, pourquoi on a le processeur c'est un système intégré, et donc la RAM et bien sûr la vitesse de processeur et la mémoire, elle est affectée par le nombre de transistors qu'on met dans le chips. Donc, on utilise LC, large scale intégration, l'intégration des composantes électriques à grande échelle. Et donc, dans les chips, on peut avoir dans la RAM de grande taille, dans le processus une grande vitesse. Et bien sûr, on a le LC, le VLC. Donc, l'invention de l'électronique, elle impacte directement sur l'ordinateur et bien sûr sur les systèmes d'exploitation. On aura aussi le temps partagé. Vous connaissez donc, on a parlé de la multiprogrammation. Donc, c'est la capacité de la mémoire à contenir plusieurs processus en mémoire de telle sorte que lorsqu'un processus est bloqué, on va passer à un autre. Et donc, le temps partagé, on partage, on accorde à chacun des processus qui sont dans l'état près le processus pendant un quantum, puis on passe au suivant et suivant. Et donc, chaque processus croit qu'il est le seul sur le système qui s'exécute. Et de cette façon, donc, tout le processus avance. Alors que dans le traitement par l'eau, il n'y a qu'un qui s'exécute jusqu'à ce que se termine, on passe au suivant. De le temps partagé, tous les processus, il avance. Il avance parce que 100 millisecondes, 100 millisecondes, 100 millisecondes. Donc, tout il avance et donc, avec la grande vitesse de processeur, on croit que seul un processus s'exécute. Puis, on aura la troisième génération, on aura les mini-ordinateurs au lieu des grands ordinateurs de la première génération. Et puis, on aura les micro-ordinateurs, donc les micro-ordinateurs qui utilisent les microprocesseurs au lieu des processeurs. Donc, donc les PC, etc. Donc, ils ont inventé, donc le Mac, il a inventé ce Mac, Microsoft et Intel, ils ont inventé le PC, donc
comme celui sur lequel je travaille. Et donc, puis on a la mise en relation, la mise en communication des ordinateurs. Donc, on a le réseau, l'Internet. Donc, l'Internet, c'est un petit peu le réseau de réseaux parce qu'on peut avoir un réseau local. Et pour faire communiquer les réseaux, on a besoin d'Internet. Et bien sûr, donc, on a la convivialité, la transparence, donc la communication entre les différentes. Donc, l'état actuel, donc on a les clusters ou bien ce qu'on appelle les, le parallélisme. On a, au lieu d'un seul processeur, on a des clusters, on a les data centers, plusieurs, des milliers. Imaginez les data centers de Google, les data centers de Facebook, de Amazon, etc. Donc, des milliers et des milliers dans la Silicon Valley. Donc, les données, au lieu d'un, on a des racks, plusieurs armoires, plein d'ordinateurs qui partagent. Donc, pourquoi lorsqu'il y a une fonction à exécuter, bien sûr, je parle les fonctions donc, qui ont besoin de calcul. Par exemple, la météorologie, il a besoin de beaucoup de calcul. Le compte, la météorologie pour prévoir l'état de la météorologie pour demain, il y a beaucoup de calculs et bien sûr, donc, elles font le travail parallèle. Donc, au lieu d'exécuter une grande fonction, je la partage à chaque ordinateur, je donne un bout, etc. Et à la fin, je partage, je partage les bouts et à la fin, je fais la combinaison des résultats. Et de cette façon, pourquoi? Parce que même si la vitesse de l'ordinateur elle est grande, les processus en temps réel doivent avoir le résultat le plus tôt possible. Et donc, donc par exemple, il y a ce problème de la complexité. La complexité, donc, vous devez comprendre de quoi s'agit-il. La complexité, les algorithmes, c'est le nombre d'opérations qu'il faut effectuer. Donc, les algorithmes qui ont besoin de beaucoup de complexité, on essaie de paralléliser. S'ils sont parallélisés, il faut bien sûr que la fonction soit parallélisable. Donc, si c'est un travail séquentiel, je ne peux pas le paralléliser. Donc, je ne peux pas l'exécuter en parallèle. Donc, donc l'état actuel aussi, c'est les ordinateurs quantiques. Les ordinateurs actuels, ils utilisent les transistors bipolaires. Donc, dans l'état, il est soit un 0, soit un, le langage binaire. Dans les ordinateurs quantiques, on parle au lieu d'un bit, les qubits. Un, les États, ce n'est pas seulement des États, c'est plusieurs États, mais ils ne sont pas encore commercialisés. Et donc, ce sont seulement les transistors, ou bien, ils sont encore au laboratoire, ils ne sont pas commercialisés, mais si elles seront sur le marché, elles vont révolutionner les ordinateurs, par exemple, le cryptage. Le cryptage, par exemple, le cryptage du code, donc avec les algorithmes, donc il y a les algorithmes de cryptage qui ne sont pas cassables, mais si la vitesse des ordinateurs est augmentée, et donc bien sûr les codes, le chiffrement, elle va être cassée sûrement. Il faut augmenter la taille de la clé du chiffrement pour ne pas, etc. Donc il y a les problèmes tous. Donc, on commence par le début, donc les années 45 jusqu'à 55. Pas de système, donc pas de système réellement. Donc, on a dit que la commutation, il se fait par les humains. Donc, euh, l'accès au matériel, c'est les humains qui le font. Donc, puis, entre 55 et 65, on a l'invention des transistors. Donc, transistors, on a des transistors bipolaires ou bien à effet de champ. Un moniteur peut entraîner les travaux. Donc, on a, par exemple, on va voir un schéma de ceci. On aura plusieurs jobs. Donc,
le système qui a utilisé ça, c'est le Fortran. On a un programme chargé, run, etc. Lorsqu'on termine un programme, on passe au deuxième. C'est un petit peu le traitement parlant. Puis, on a les circuits intégrés. Donc, l'invention, ici, c'est l'invention de transistors entre les années 65 et 80, circuits intégrés avec les technologies. Et ici, large scale intégration, on a maintenant la notion de la multiprogrammation. On peut charger plusieurs programmes en mémoire. On a le spool, donc simultaneous peripheral opération online, et le temps partagé. Donc voilà, avec ceci, on a déjà donc la multiprogrammation et le temps partagé. Multiprogrammation, on charge plusieurs programmes au lieu d'un, on charge plusieurs. Le spool, etc. C'est le spool, c'est au lieu de donc le spool, c'est mettre plusieurs programmes sur le disque, ou bien sur le dérouleur de bande, et bien sûr les programmes personnels, les ordinateurs personnels, ou bien les PC, personal computer, donc avec les circuits LC, large scale intégration et very large scale intégration, donc qui met beaucoup de transistors. Donc les chips, ils sont un petit peu petits, donc ils ont réduit la taille des ordinateurs qui étaient avant à la taille des bâtiments. Première génération, jusqu'à 55, c'est l'apparition des premiers ordinateurs à relais et à tube, programmés par tableau de connecteurs, puis par... Donc, il n'y a pas de système d'exploitation. Ce sont les humains qui font la table de... Donc, vous vous rappelez à la communication, à la téléphonie au début, elle aussi, elle faisait la commutation par les commutateurs, par les humains. La deuxième génération, entre 55 et 65, l'apparition des transistors. Donc, voilà l'invention des transistors par l'électronicien a rendu les ordinateurs plus fiables. Elles peuvent maintenant être vendues. Ah, il y a du commerce. Et l'on veut apparaître pour la première fois la distinction entre constructeur, celui qui construit les opérateurs, et bien sûr les programmeurs utilisateurs. Les programmes s'exécutent par l'eau. Dans la deuxième génération, par l'eau. Donc voilà, pour exécuter un, mais on va mettre au lieu de un, on va mettre plusieurs. Un interprète de commande. On a dit que l'interprète de commande, c'est un petit peu le shell, etc. Il y a les langages interprétés et le langage compilé. La différence entre un langage compilé et un langage interprété, c'est que dans le langage compilé, on a un langage source qu'on va traduire par un langage exécutable. On ne peut pas commencer l'exécution jusqu'à la traduction de tout le programme. On fait l'analyse lexicale, l'analyse sémantique et l'analyse syntaxique. Vous allez voir ça avec le professeur Hussein Sadqi dans la compilation et la traduction de langage. Donc, alors que l'interprète, lui, il exécute par exemple instruction par instruction. Par exemple, le shell, le PHP, le MATLAB, ce sont des langages interprétés. J'exécute la première instruction. Je donne à l'interprète la première instruction, il exécute. Il essaie de l'exécuter s'il la comprend. S'il la comprend, il va me rendre le résultat et elle attend que je donne une deuxième commande ou bien une deuxième commande. Puisqu'il s'agit d'interprète de commande. S'il comprend la deuxième commande, il va me renvoyer le résultat et il attend la troisième. S'il ne la comprend pas, il va me dire commande non connue. Et bien sûr, de cette façon, c'est ça la différence. Comme instruction par instruction, alors que de le compiler, je traduis tout le programme avant son exécution. Il se peut que de l'interpréter, j'exécute la première, la deuxième, la troisième, il ne la connaît pas, il va me dire que commande non interprétée, donc il ne peut pas passer la troisième, alors que de le compiler, il ne peut pas commencer jusqu'à traduire tout. Lorsqu'il va exécuter, bien sûr, il se peut que dans notre programme, on va mettre la division par 0.
De la compilation, il ne veut pas rien détecter, mais dans l'exécution, il va me dire qu'il y a il y a une division par zéro, il va lever une exception, il va essayer de vous dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, un interprète de commande sommaire permettait le chargement et l'exécution des programmes dans l'ordinateur, ainsi avec le système. Donc, le premier système qui a utilisé le traitement par l'eau, c'est le FMS, Fortran Miniature System. On soumettrait les travaux de la manière suivante. Donc, un travail, on appelle le code chargé et l'exécution, on aura les données. Les gros ordinateurs disposaient typiquement de trois dérouleurs de bande. Donc ça, c'est le système central. Donc, il contient 3 dérouleurs de bande. 1, 2 et 3 dérouleurs de bande. Qu'est-ce qu'on met dans chaque dérouleur de bande? Un pour conserver la bande du système d'exploitation, un pour le programme à exécuter et le dernier pour recueillir les données de sortie. Donc, celui-là pour le système d'exploitation, ça c'est pour le programme et celui-là pour les résultats. Donc, vous voyez que on a ici cet ordinateur, il est aidé ou bien il est appuyé par 2 autres ordinateurs. Donc, le IBM 6094, il est aidé par 1401 et c'est 1401. Le premier ici, on a les cartes perforées. Cartes perforées, ce sont des cartes un petit peu dans lesquelles ils vont perforées. Donc, et à chaque perforation, ça correspond à un codage dans le programme. Les cartes perforées, ils contiennent les codes. Donc, on essaie de transcrire les cartes perforées. Donc, on les met dans la place appropriée dans IBM 1401. Il va essayer de les transcrire dans une bande, un dérouleur de bande. Et un opérateur ici, un opérateur, ça doit être un humain qui va essayer d'apporter les dérouleurs de bande pour les mettre ici. On a dit ici, donc les programmes. Donc ici, le programme qu'on a transcrit ici, on va l'apporter et le mettre ici. Et bien sûr, le système d'exploitation, il va essayer donc d'accéder au matériel et de faire l'exécution. Et les résultats, on va essayer par exemple les résultats, on va les mettre par exemple sur le deuxième IBM 1401 qui va essayer d'imprimer les résultats ici sur le papier. Vous voyez ici sur le papier, donc un listing du papier. En amont, en aval, se trouvait du calculateur plus petit. IBM 1401, IBM 1401. Chargé l'un de transcrire sur la bande les cartes perforées apportées par le programmeur et l'autre d'imprimer les résultats contenus sur les bandes de sortie de données. Ces ensembles étaient servis par les opérateurs. Un opérateur. Vous savez, qui dit opérateur, c'est un humain. Dont le rôle était d'alimenter les ordinateurs en bande, cartes perforées et papier. Elle amène les cartes perforées pour les mettre dans la place pour les transcrire. Lorsque on a tout est transcrit de la bande, on doit amener la bande vers la machine IBM 7094. Et bien sûr, on vient alimenter aussi ça avec ce IBM 14 et on va alimenter aussi par le papier. Comme la majeure partie du système du calculateur principal était perdue lors du déplacement des opérateurs. Chaque fois qu'il y a les humains, il y a le temps perdu. Il nous faut quelque chose donc, pour réduire l'intervention des humains. Et donc la solution intelligente à ce stade, c'est au lieu de mettre un seul travail sur cette bande, on mettait plusieurs. Comme la majeure partie du temps, le calculateur principal était perdu lors de déplacement, un système de traitement par l'eau, ou bien il s'appelle le batch, fut mis
en place plusieurs travaux, ou bien les jobs, les tâches, étaient collectés sur une même bande d'entrée qui a été chargée une fois par heure, par exemple. Chaque heure, on change la bande et apportée au calculateur. Donc, celui-ci, donc plusieurs programmes, ils sont de celui-là, je l'apporte chaque heure. Donc, celui-ci, l'ordinateur, elle exécute le premier job, le premier travail de la bande et à la fin de chaque travail, il est automatiquement le suivant. Donc, c'est une exécution séquentielle, c'est ce qu'on appelle le traitement par lot ou bien le traitement en batch. Puis, il vient la multiprogrammation et le traitement et le temps partagé. L'avancée technologique majeure de cette génération, la troisième génération, c'est les 65 jusqu'à 90 et l'apparition des circuits intégrés qui ont permis de diminuer le rapport coût, ou le coût sur les performances. Donc ça, il a été diminué. Pour diminuer ce rapport, soit qu'il faut diminuer celui-là, ou bien augmenter ça. Donc ça veut dire que à cette époque, les performances sont le coût. Non, ce n'est pas les performances, c'est le coût. Le coût, donc combien coûte, elle a été réduit. Donc les gens peuvent maintenant acheter parce qu'elle ne coûtait pas beaucoup et les performances sont agrandies. Ça, c'est génial. Donc avec moins d'argent et j'ai beaucoup de performances. Donc tout ceci est là. Donc c'est le rapport qui a été réduit de plusieurs ordres de grandeur. La standardisation, on a maintenant les standards, on a maintenant, donc après on a les architectures qui sont standardisées, AMD, Intel, etc. apporter des circuits intégrés, c'est également appliqué aux machines, avec l'apparition des familles qui partagent le même langage machine et le même système d'exploitation pour les puissances de différents. Donc au lieu de ce qu'on a sur les mini-frames, on peut l'avoir sur les mini-ordinateurs, puis sur les micro-ordinateurs, etc. Donc, plusieurs catégories qui partagent la même architecture et le même système d'exploitation. Le problème majeur de cette approche était de pouvoir disposer d'un système efficace sur toutes les machines de la même gamme, de la gamme permettant d'utiliser toutes les puissances de grands calculateurs, les mini-frames, mais aussi contenir sur la mémoire des petits ordinateurs, les plus petits. Afin de rentabiliser l'utilisation des machines, les travaux peuvent être stockés sur le disque de l'ordinateur dès leur arrivée en salle de machine, sont passés par les ordinateurs annexes. Et donc, voilà, au lieu d'utiliser donc, les ordinateurs annexes, donc, on peut maintenant les mettre sur le disque. Donc, le spool, cette technique s'appelle le spool simultaneous peripheral operation online. De même, c'est développer la notion de la multiprogrammation. Donc, la mémoire physique est partagée en segments de taille fixe en avance, dont chacune peut accueillir un programme différent. Ainsi, lorsqu'un programme attendu, lorsqu'il est bloqué en attendant la fin, disons, le processus peut basculer sur une autre tâche. Au lieu d'attendre que celui qui est bloqué se termine, c'est ça un petit peu la différence par rapport au traitement par lot. Le traitement par lot, je dois attendre que le premier qui est lancé se termine pour passer au suivant. Ici, maintenant, avec la multiprogrammation, les processus chargés en mémoire, lorsqu'un programme est bloqué, donc je bascule vers un autre qui est de l'état près. C'est à ce moment qu'apparaissent les premiers mécanismes matériels de contrôle des accès mémoire pour protéger mutuellement les programmes contre. Donc, avant, on n'a pas les mécanismes de protection. Dans la deuxième génération, on n'a pas ce mécanisme de la protection. Donc, avec la troisième génération, donc c'est à ce moment qu'apparaissent les premiers mécanismes matériels de contrôle des accès mémoire. Donc, chaque processus, il n'a accès que sa zone mémoire. Il ne peut pas accéder aux zones mémoire du système d'exploitation et aux zones mémoire des autres processus.
Donc, c'est à ce moment qu'apparaissent les premiers mécanismes matériels de contrôle des accès mémoire pour protéger mutuellement les programmes des utilisateurs contre les accès invalides et bien sûr qui peuvent faire des dégâts. La notion, donc il y a aussi la notion de te partager aussi développée sur SAT. La notion est développée, ça n'a un E. C'est la notion, ça n'a un E, donc je le corrige ici avec le rouge. Sur cette génération qui permettent à plusieurs tâches de progression ensemble, même si le programme ne peut traiter qu'une seule fois à la fois. Je veux m'expliquer. Donc, je dois tout d'abord gommer ceci. Donc j'ai vu le rouge et je l'avais gommé, donc je dois retourner pour un petit peu. On a programme P1, programme P2, programme P3. Donc on peut expliquer ce principe par 3 programmes ou bien on peut même dire qu'on a plusieurs. Donc supposons que nous avons P3. Donc Hada, il a un ensemble d'instructions, ça aussi il a un ensemble d'instructions, ça aussi il a un ensemble d'instructions. Supposons que nous avons sommé les 3 programmes. Donc on a l'instruction I1 jusqu'à I. Non, qu'est-ce que c'est? Anama Bridge, ceci et donc I1 jusqu'à IN. On a ici G1 jusqu'à GM. On a ici les instructions KA jusqu'à KT. Donc, le nombre des instructions per P1, il y a N, ici c'est M, ici c'est T. Donc, on va commencer par exemple P1, P2, P3. Donc, pour P1, il va essayer d'exécuter quelques instructions. Je suspends P1. Donc, je lui donne ici 100 millisecondes. Je suspends P1. Je sauvegarde son état dans le process control block de P1, je bascule vers P2. Il va exécuter un ensemble d'instructions. Je le suspends et je sauvegarde son état dans le process control block de P2. Je lance P3, il va s'exécuter lui aussi 100 millisecondes, ce qu'on appelle le quantum. Je suspends P3 et je reviens vers P1. Je charge son état à partir de son processus control block pour savoir que je ne dois pas commencer par P1 et donc il va s'exécuter encore un quantum. Elle va être suspendue pour lancer, etc. Donc, tout le processus avance et chaque processus a l'illusion qu'il s'exécute tout seul. Donc, il y a la progression de tout le processus. La notion de temps partagé est aussi développée sur cette génération qui permet à plusieurs tâches de progresser ensemble, même si le processus ne peut traiter. Ça, par exemple, on suppose que nous avons un seul processus. On a un seul processus. 1. Si on a plusieurs processus, microprocessus 1, microprocessus 2, microprocessus 3, 4, donc on peut soit affecter à chaque processus un processeur ou bien faire l'ordonnancement, etc. Donc, voilà. Mais pour comprendre le principe, on suppose qu'on a un seul processus qui exécute une seule instruction à la fois. Il exécute un seul processus à la fois, mais tous les processus
progresse parce que l'ordonnanceur, elle donne à chacun des processus un quantum de temps processeur pour s'exécuter et après, elle va le suspendre, elle va le mettre dans l'état prêt, il va passer de l'état élu à l'état prêt et donc celui-là, il va passer de l'état prêt à l'état élu. Donc après, elle va passer à l'état prêt en attendant son tour. Celui-là, il est dans l'état prêt, après, etc. Donc voilà, vous voyez que les processus, ils changent les états. Quatrième génération, le développement du circuit LSI, Large Scale Intégration, donc c'est celle qui va nous donner les micro-ordinateurs et les PC. Et VLSI, Very Large, a permis l'avènement. L'avènement, il y a wiladat, des ordinateurs personnels qui ne diffèrent que très peu du point de vue architectural des mini-ordinateurs de la génération précédente. Le développement des réseaux de communication et la baisse de leur coût, donc l'accès à l'Internet, a permis la création de réseaux locaux de machines à conduire à l'explosion d'Internet. Elles sont prises en compte par les systèmes en réseau et complètement intégrées dans les systèmes distribués qui fournissent une image unifiée de l'ensemble des machines. Maintenant, au taux actuel de la croissance et de l'intégration des composantes, la barrière atomique devrait être atteinte. On ne peut pas aller au-delà de la vitesse de la lumière, donc, qui est atteinte vers les années 15. Et la vitesse de la lumière constitue toujours une limite infranchissable. On ne peut pas aller au-delà de la vitesse. Donc, la fréquence des composantes ne peut pas être... Donc, il y a une loi de Moore, la loi de Moore, donc, qui disait que les ordinateurs, la vitesse des ordinateurs, elle doit doubler chaque 2 ans, puis il l'a rectifié pour dire que chaque 18 mois, donc la loi de Moore, donc elle concerne la vitesse, mais bien sûr, il y a une limite infranchissable qui est la vitesse de la mémoire. Au niveau fondamental, les recherches s'orientent maintenant autour des composantes à effet quantique, mais seuls les transistors uniques fonctionnent à ce jour au laboratoire. Donc, on a aussi les ordinateurs multiprocesseurs, multicœurs, on a les clusters, on a les data centers, et bien sûr, tout ceci n'a qu'à augmenter l'efficacité des systèmes, l'efficacité des ordinateurs qui sont reliés entre eux pour fournir à l'utilisateur des tâches qu'on croyait avant non même pensables, elles sont maintenant réalisables parce que il y a une coordination entre plusieurs machines qui travaillent presque 24 sur 24 pour donner des résultats. Donc, maintenant, on va essayer de voir, il nous reste dans ce chapitre les types de systèmes d'exploitation et les structures, donc voilà, il est 10h51, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc voilà, on va reprendre le jeudi, Inch'Allah, à partir d'ici, de la diapo 27. Donc, j'arrête maintenant l'enregistrement. Donc, j'arrête l'enregistrement.